Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Interview Cyber, votre chronique de référence sur le podcast Cybercast. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet stratégique au croisement de la régulation de la cybersécurité et de la gouvernance des risques IT. En janvier 2025, la norme DORA, Digital Operational Resilience Act, est officiellement entrée en vigueur en Europe. Elle impose aux institutions financières un cadre exigeant en matière de cybersécurité, de gestion des incidents et de résilience opérationnelle. Mais alors, qu'en est-il pour l'Afrique? Cette norme peut-elle servir de référence ou d'inspiration pour les acteurs du continent? Quelles opportunités, mais aussi quels défis cela soulève-t-il en matière de conformité et de cybersécurité? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Zakaria El Koudia, expert en gouvernance, risque et conformité, qui accompagne depuis plusieurs années des entreprises de renommée mondiale dans la mise en œuvre de leurs stratégies cyber. Bienvenue à toi, Zakaria. Bonjour Junior, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Merci, Zakaria, c'est un plaisir. Merci de t'être rendu disponible. Pour commencer assez rapidement, est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs? Oui, bien sûr, je vais me présenter assez succinctement. Donc, je m'appelle Zachary El Koudia, j'ai 10 ans d'expérience en cybersécurité. Ma carrière peut se répartir en 3 étapes. Première étape où j'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur au sein du cabinet EY pendant plusieurs années. Une deuxième étape en tant que CISO au sein d'une entité du groupe Carrefour en Asie, notamment en Chine. Et enfin, une troisième partie en tant qu'expert cybersécurité, où j'accompagne notamment des entreprises du CAC 40, mais également des PME, sur différents sujets liés à la conformité, que ça peut être du Seclim Cloud, de l'ISO 27001, de la gestion de risque et du cloud. Voilà. Waouh, très beau parcours, Zach. Un parcours très inspirant. Du coup, on voit clairement que tu as une expertise poussée en GRC, gestion risque et conformité. Comment en es-tu venu à t'y spécialiser? Ça a été un pur hasard, hein, pour être totalement transparent avec toi. Moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle Télécom École de Management. Je suis rentré un peu par hasard au sein du cabinet EY où j'intervenais principalement pour faire de l'audit IT, pas de la cyber, pas de la GRC, de l'audit dans le cadre du commissariat au compte qui n'a rien à voir avec les audits de sécurité comme on peut avoir l'habitude de faire en cybersécurité, que ce soit des audits de gouvernance ou des pentests. Là, j'intervenais avec les auditeurs financiers pour notamment évaluer le niveau de conformité des SI de grands groupes du CAC 40. Et ensuite, c'était les auditeurs financiers qui validaient les comptes de l'entreprise. Donc, tu vois, c'est clairement rien à voir. Et puis, en fait, moi, je voulais m'orienter en cybersécurité. Et comme tu le sais bien, en France, c'est très compliqué puisqu'on aime souvent mettre les gens dans des cases. J'ai voulu switcher en cybersécurité lorsque j'étais chez EY. Et du fait de mon parcours d'école de commerce, j'ai eu un refus pour intégrer les équipes cyber. Et c'est pour cela que j'ai décidé de partir à l'étranger, et notamment en Chine pour le groupe Carrefour, où là, j'ai pu faire un premier pas en tant que Information Security Officer et donc travailler sur des sujets liés à la GRC et liés à la cyber. Et aujourd'hui, le résultat, il est là, hein. Je suis un témoin fervent, un grand témoin de ce succès-là. En tout cas, bravo pour ton parcours. Merci, bravo aussi à toi Junior pour ton parcours, c'est important. Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Pour les auditeurs qui ne sont pas du tout familiers, peux-tu nous expliquer c'est qu'est la norme DORA et c'est qu'elle apporte de nouveau par rapport aux autres cadres existants? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je vais commencer, tu l'as dit en introduction, DORA, en fait, c'est quoi? C'est un règlement européen pour Digital Operational Resilience Act qui impose notamment aux entités financières de l'Union européenne, que ce soit des banques, des assurances ou des prestataires de services de paiement, qui visent tout simplement à renforcer leur niveau de résilience opérationnelle, notamment face aux risques liés aux TIC, ce qu'on appelle communément technologie de l'information et de la communication. Alors, je vais un peu rentrer en détail sur plusieurs aspects, si tu me permets.
C'est déjà pour prendre déjà la prémisse en fait de Dora en fait. Qu'est-ce qui a poussé l'avènement de Dora? Donc ça a été poussé notamment par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle le Digital Finance Package, donc qui était un ensemble de mesures présentées le 24 septembre 2020 par la Commission européenne pour adapter le secteur financier, notamment aux défis et aux opportunités du numérique. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'était donc lié à une motivation politique qui était tout simplement de renforcer l'intégration du marché unique financier en ayant des règles harmonisées. Et donc pourquoi Dora est émergé? Le premier point, c'était pour répondre à un vide réglementaire, hein. Tu le vois, on a une intégration financière assez importante. On est dans une Europe avec plusieurs entités ayant des infrastructures ou des moyens complètement différents. Et donc, il y avait un vide réglementaire, que ça soit entre l'Allemagne, je sais pas moi, l'Espagne, le Portugal, la France. Je vois bien, on a des lois qui sont complètement différentes. Donc, et en même temps, on a une intégration financière, notamment avec la BCE. Donc, il faut, à un moment donné, avoir un cadre harmonisé. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'était pour renforcer un vide réglementaire. Et puis, le deuxième point qui est aussi très, très important, c'est pour réduire en fait et répondre aux enjeux de souveraineté numérique. Alors là, potentiellement, tes auditeurs peuvent se poser comme question, pourquoi on parle notamment d'enjeux de souveraineté numérique, puisque, on le rappelle, DORA vise à renforcer la résilience opérationnelle, notamment face à des prestataires TIC, donc des services qui fournissent tout ce qui est hébergeur, cloud, ça peut être de l'infogérance, etc. Et donc l'objectif de Dora, c'était de notamment surveiller ces prestataires, type AWS, Azure, qui fournit des services à nos banques. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire un peu plus sur la partie Dora qui est aussi important? C'est que Dora, les gens ont souvent tendance à considérer Dora comme un règlement cyber, alors que ce n'est pas le cas. La cyber ne couvre, c'est un aspect du puzzle Dora en fait. Parce que tu l'as dit en introduction, Dora, c'est euh, Digital Operational Resilience Act. Donc on est bien sur sur de la résilience opérationnelle, pas de la résilience cyber. Tu vois, ça, Ok. c'est très important de souligner ce point-là. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu as d'autres directives ou d'autres cadres internationaux européens qui sont, on en parle beaucoup en ce moment, on parle de NIS 2 par exemple, où NIS 2 est une directive européenne qui vise à homogénéiser notamment le niveau de sécurité des infrastructures critiques. Et comme tu peux le voir, à la différence de DORA, NIS 2, c'est une directive. Donc chaque pays peut avoir sa propre transposition. Et par transposition, en fait, c'est la manière dont elle va appliquer la directive, à la différence de DORA, qui est un règlement, qui est donc commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est très clair. C'est de ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas forcément lié au domaine de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est qu'une partie de cette réglementation. Exactement, puisqu'en fait, l'objectif, hein, c'est en fait, c'est quoi la résilience opérationnelle? La résilience opérationnelle, c'est ta capacité, c'est la capacité à une organisation de tout simplement de se prévenir, de résister, de réagir face à des perturbations. Ces perturbations peuvent être de diverses natures, cyber, phishing, euh, hacking, mais également extérieures, ton cloud, ton prestataire, et il y a un problème de disponibilité. Tu vois, il y a un tremblement de terre dans ton data center en Irlande, tu n'as plus accès, on n'est pas sur de la cyber, C'est vrai. tu vois, ou technique, ou humain. Et donc, en fait, l'Union européenne a tout simplement décidé d'élargir cette approche, car le risque cyber ne couvrait que partiellement une partie des risques, en fait. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir une approche un peu plus holistique, de partir sur une approche qui va couvrir plusieurs éléments, et qui, en plus de ça, on n'est plus dans une logique de parce j'allais dire en France, généralement les entreprises sont plus dans la réaction. C'est-à-dire que j'ai une attaque, je réagis. Là, l'objectif avec ce règlement, c'est d'être dans la prévention, plus un volet réaction.
Ok, du coup, ça m'amène à cette question. Si on veut se concentrer sur le volet cybersécurité, quelles sont les exigences majeures de DORA en matière de gestion de risques, de résilience numérique et de cybersécurité particulièrement? Bah, alors, aujourd'hui, Dora, elle repose principalement sur 5 piliers principaux. Le premier volet qui est la gestion des risques TIC, hein. C'est politique claire, classification de tes actifs, mesures de protection, mesures de détection, gestion des incidents. Le deuxième volet, ça va être ta gestion des incidents comment aujourd'hui on identifie, détecte, analyse. Et ça, tu le sais bien puisque tu travailles notamment sur ces sujets-là, Ouais. mais également comment on enregistre et on notifie les incidents majeurs. Donc ça, c'est important, c'est le deuxième volet. Et aussi, notification, c'est important de le rappeler, vis-à-vis des autorités compétentes sous 24 heures. D'accord? Ouais. Ensuite, on a un volet de tests de résilience numérique. Donc en fait, c'est là où on parle de tests de pénétration, des pen tests, à la différence de ce que je pouvais faire notamment chez EY lorsque j'intervenais sur des audits liés au CAC, qui n'a rien à voir. Là, c'est vraiment les pen tests pour les entités critiques. Et ensuite, le quatrième et le cinquième volet, c'est la gestion des risques liés au tiers. Donc avec, c'est ton TPRM en fait. C'est comment aujourd'hui tu contrôles tes risques vis-à-vis de tes prestataires. Et ça, c'est un sujet qui est de plus en plus critique puisqu'en fait, tu le vois bien, la plupart des cyberattaques, elles sont liées à quoi? Tu l'as vu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité est assez importante, hein. T'as Free qui s'est fait compromis, t'as Bouygues Telecom, t'as Air France. Donc en fait, aujourd'hui, il y a tellement de tiers qui ont accès à nos données et malheureusement, cette responsabilité ou le contrôle de ces tiers-là est généralement mal réalisé au sein des entreprises. Et ensuite, tu as un dernier volet qui est le partage d'informations. L'objectif, c'est d'avoir une coopération en fait sectorielle sur les menaces et vulnérabilités. Franchement, c'est très clair. C'est très clair. Si on veut se positionner à présent, une contextualisation africaine, est-ce que selon toi, l'Afrique aujourd'hui pourrait tirer parti de Dora pour renforcer son propre écosystème cyber, notamment dans le secteur bancaire et financier? Ouais, bien sûr. Alors, pour moi, je vois Dora hein, vraiment comme un effet d'aubaine pour l'Afrique. Et cela pour plusieurs personnes et pour plusieurs acteurs. Moi, je pense notamment d'un point de vue institution financière, hein. C'est-à-dire que ça peut permettre aux institutions financières africaines d'accéder facilement au marché européen, avec notamment une conformité liée à Dora en devenant des partenaires de confiance. Ça, c'est le premier point. Ça peut également leur permettre de monter en maturité. Donc, c'est un effet doublement positif. Je pense également aux prestataires TIC africains, où là, vraiment, ça peut être une opportunité pour des entreprises africaines pour devenir ce que j'appelle des Dora Ready, en fait. C'est tout simplement des prestataires TIC qui seraient sur une niche déjà conforme à Dora, et ça permettrait aux institutions financières européennes de commercer ou de créer des partenariats directement avec ces partenaires-là. Donc Effectivement. ça, c'est important aussi. Mais derrière, les acteurs africains, type gouvernement, où là aussi, ça peut créer un écosystème assez favorable pour notamment attirer des investisseurs et aussi renforcer notre souveraineté vis-à-vis à des prestataires étrangers. Ça, c'est aussi important. Et puis derrière, ça peut créer des champions nationaux, je sais pas moi, potentiellement demain un CGI africain, un EY africain. Et ça serait intéressant et important pour l'Afrique, je pense. Oui, effectivement, lorsqu'on parle de réglementation, de normes, il y a quand même la réalité du terrain. Ça, c'est quelque chose, c'est une réalité. Quels sont les écarts ou points de vigilance entre les exigences d'ORA et justement les réalités actuelles des institutions en Afrique? Bien sûr. Si tu as une idée, hein, bien sûr. Bien sûr. En fait, je pense qu'il faut pas simplement faire un Dora africain. Je pense qu'on est à la croisée des chemins où aujourd'hui on est dans un contexte de plus en plus compliqué, où on a d'un côté les États-Unis qui ont des champions numériques, on a l'Europe qui est connue principalement pour des règles, et effectivement il y a des écarts aujourd'hui hein, en Afrique, hein. Moi je pense notamment à la maturité réglementaire et institutionnelle, puisque tu as une hétérogénéité assez forte entre les différents pays, hein. Donc tu vas avoir des pays qui ont déjà des régulations ou qui ont déjà été amenés à réfléchir. Je pense notamment à l'Afrique du Sud, au Maroc. Tu as d'autres pays qui partent de zéro. Donc en fait, le point de vigilance, c'est qu'on aurait un texte ambitieux, mais qui resterait
tout simplement théorique, faute de moyens et de contrôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est notre capacité, notamment les capacités des acteurs locaux à se conformer. Parce qu'aujourd'hui, on a une infrastructure qui, dans certains pays, peut être insuffisante. Tu vois, une connectivité instable, manque de data center. Et donc, en fait, il va falloir également, du coup, calibrer ces exigences sur le niveau actuel de maturité des pays africains. Et puis, derrière, tu as aussi la structure du marché financier. Aujourd'hui, tu as moins d'intégration transfrontalière qu'en Europe. Euh, je vois entre le système bancaire marocain qui est complètement différent et pas forcément intégré avec les systèmes bancaires sud-africains. C'est vrai. Et ça, c'est une réalité. Et enfin, tu as aussi un poids financier avec un manque de compétences et de ressources humaines. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on arrive à sortir du modèle on copie la partie réglementation européenne. Je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce schéma-là. Je pense qu'il y a effectivement des opportunités à se conformer et à rentrer dans une logique réglementaire. Néanmoins, je pense qu'un DORA africain ne peut réussir que, un, s'il est contextualisé sur les dépendances et risques locaux. Donc, pas du tout un copier-coller de ce que fait l'Union européenne, ça c'est le premier point. Un deuxième point progressif avec une implémentation par palier, selon la maturité et la taille des secteurs. Et aussi un volet, il faut qu'il soit soutenu. Et quand je dis soutenu, c'est pas par les gouvernements, on va pas se mentir, par notamment des investissements à la fois publics, mais également publics-privés pour combler les gaps d'infrastructures et de compétences. Et du coup, parlant de Dora africain, est-ce que pour la culture générale, est-ce que tu saurais s'il existe un truc pareil, une norme similaire qui est déjà en cours, qui existe déjà? Alors moi, je sais que on a eu des initiatives, voilà, tu vois, on parle des initiatives locales. Tu as la directive CBN, hein, Central Bank of Nigeria, et tu as aussi le Maroc avec la Banque nationale qui ont essayé de mettre en place des directives européennes. Donc la directive CBN, c'est sur la cybersécurité et la résilience. Et les volets qui sont conjoints à DORA, c'est la gouvernance et la gestion des risques éthiques, les reporting d'incidents et la gestion des tiers. Néanmoins, t'as pas la partie pénétration des pentests, tu vois. T'as pas Ok. la supervision directe des prestataires. Donc en fait, c'est un mix entre du NIS 2 et de l'ISO 27001 pour ceux qui sont familiers, mais c'est pas réellement un DORA complet. Et au Maroc, on a une circulaire sur la sécurité DSI, voilà, qui concerne en fait toutes les banques et établissements de crédit, les oblige en fait à mettre en place une gouvernance de la sécurité DSI. Mais celle-ci, elle est centrée sur la sécurité et la continuité, plutôt que sur la résilience opérationnelle. Personnellement, je ne savais pas. Mais c'est très édifiant. J'espère que nos auditeurs seront aussi édifiés. Et en présent, on va se focaliser sur l'opérationnalisation même de la norme. En tant qu'expert en GRC, comment accompagner une institution dans la mise en conformité avec un cadre comme DORA ou un équivalent adapté au contexte africain? Très bonne question, et c'est un sujet assez épineux. Généralement, les gens pensent qu'il faut avoir des compétences techniques pour de la conformité. Alors en fait, tu vois que généralement, c'est plus de l'humain. Donc, je vais rentrer un peu plus sur comment mettre en place et accompagner les institutions financières ou autres sur de la conformité. Mais pourquoi je préfère insister sur ces points-là, c'est parce qu'en fait, la personne qui va les accompagner, euh, il va devoir faire de la gestion de projet en fait et de la conduite du changement. Parce qu'en fait, tu as parfois des collaborateurs qui seront pas forcément d'accord avec ce qui va être dit, pas forcément, ne vont pas avoir suffisamment de temps, de moyens pour mettre en place les règles imposées par Dora. Et donc, en fait, tu vas devoir avoir un aspect très humain parce que tu vas échanger avec beaucoup d'humains. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Donc ensuite, en tant qu'expert GRC, le premier point, c'est en fait faire un état de l'art, en fait. Un état de l'art, c'est un gap analysis. Tu dois d'abord évaluer le niveau de conformité vis-à-vis de la norme, que ça peut être de l'ISO 27001, ça peut être du NIS 2 ou du DORA. Voilà. Ça, c'est la première étape, c'est faire un gap analysis pour savoir quel est l'état.
Une fois que tu as identifié et que tu as fait ton gap analysis, ce que tu vas devoir faire, c'est établir une feuille de route. D'accord? Et en établissant cette feuille de route, il va falloir, identifier les acteurs qui vont mettre en place le plan de mitigation. D'accord? Qui vont répondre au point de non-conformité. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi réfléchir en termes de temporalité et en termes de budget. Ça va être très important. Et je le rappelle, et c'est important de le dire, tu vas devoir faire beaucoup de sensibilisation et de formation, notamment auprès des équipes internes. Et ça, c'est important en termes d'opérationnalité. D'accord? Et puis derrière, ce qui est aussi important, c'est de trouver le bon sponsor. Parce que sans un bon sponsor, quelqu'un qui est suffisamment haut dans la hiérarchie, tu n'avanceras pas. Même si c'est une exigence, on sait que dans les entreprises, on a une politique de sécurité et la politique de sécurité doit faire partie de la vision stratégique de l'entreprise. D'accord. Même si la politique de sécurité nous dit qu'il faut faire l'implémentation, est-ce qu'on a besoin d'avoir du sponsor à ce moment-là? Malheureusement, il y a ce que j'appelle la théorie et la pratique. C'est-à-dire, effectivement, deux fois, tu vas mettre en place des politiques de sécurité, tu vas mettre en place, tu vas édicter des règles et des normes, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Généralement, les gens voient la cyber ou la conformité comme un coût supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire ton gap analysis, tu vas identifier tes écarts et tu vas aller voir tes différents stakeholders en leur disant, voilà, aujourd'hui, votre feuille de route, c'est ça. Généralement, les mecs vont te dire, mais t'es qui, toi, pour m'imposer des tâches supplémentaires? Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas de budget, ce que tu me demandes, c'est trop compliqué. Donc, en fait, tu vas devoir, et c'est normal, parce qu'en fait, on a une approche qui est pas bonne. Et c'est ça le problème en cyber aujourd'hui, c'est que la plupart des prestataires ou des experts cyber sont trop techniques. En fait, il faut pas parler en termes de technique, il faut parler en termes de valeur ajoutée. Ok. Tu vois la différence? C'est-à-dire que si tu arrives, tu vas voir quelqu'un, tu dis, aujourd'hui, ta situation est très grave et il faut qu'en plus de ça, tu sortes de l'argent. Et il va dire, mais attends, à chaque fois, le mec me parle juste pour me quémander de l'argent. J'ai pas le temps. Pour l'instant, ça a toujours fonctionné. On s'est jamais mangé de cyberattaque. Et que finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis, si demain, je me mange une le temps que je me mange une cyberattaque, je serai potentiellement à la retraite. Ou si demain je me mange une amende, je serai potentiellement à la retraite. Donc tu vois, c'est compliqué. Et Ouais. c'est pour ça que je vais parler de formation et de sensibilisation. Et de changer ton approche. Il faut passer d'une approche, euh, comment dire, contrôle par une approche valeur ajoutée. Et en fait, c'est ça la différence. C'est leur, les amener à leur faire réfléchir et les amener à leur montrer la valeur ajoutée de mettre en place un plan de conformité. Je pense que tu as peut-être répondu en partie à la question suivante. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour renforcer la résilience opérationnelle numérique, même en dehors d'un cadre DORA? En fait, aujourd'hui, plusieurs choses, hein. Premièrement, c'est identifier tes assets. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tu le vois bien, la plupart des entreprises, ils ont soit des CMDB qui ont des données, un jeu de données qui est pas forcément valide, soit ils ont des CMDB avec un jeu de données incomplet, puisqu'en fait, on n'invente pas l'ensemble de nos assets, puisqu'en fait, on ne sait pas, on fait une distinction entre les assets OT et les assets IT, je ne sais pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est de faire un inventaire de ton asset. D'accord? Deuxième point, c'est une fois que tu as identifié tes assets, c'est de les classer. Et là, aujourd'hui, tu vois qu'il y a un problème de classification des actifs. C'est-à-dire, en, je le redis, pour nos auditeurs, ceux qui font la classification des actifs, c'est pas la cyber, c'est le business, c'est les propriétaires des assets. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on considère la cyber, voilà, euh, comme soit des shérifs, soit comme des policiers, mais c'est pas ça notre rôle, hein. Faut qu'on le rappelle. Et donc, je rappelle que la classification des actifs, c'est pas du ressort de la cybersécurité ou de l'IT. C'est du propriétaire des assets et qui est généralement le business. Voilà, bon, premier point. Bonne pratique. Deuxième autre pratique, c'est l'adoption de standards techniques. Hein, je pense, on parle souvent de l'ISO 27002, hein, à ne pas confondre avec l'ISO 27001 qui est la mise en place de ton SMSI en fait.
Généralement, les gens confondent ISO 27001 et ISO 27002. 27001, c'est la mise en place de ton SMSI. L'ISO 27002, c'est en fait un ensemble de guides de bonnes pratiques. D'accord? Mais tu peux aussi avoir le NIST, le CSF, voilà. Donc, c'est adopter des standards techniques, ou même les guides d'hygiène de l'ANSSI, hein, qui sont aussi très, très bons, pour déjà avoir déjà le B.A.-BA. D'accord? Pour avoir une base saine. Tu peux également ensuite faire des tests réguliers des restaurations de sauvegarde. Ça, c'est aussi important, c'est les DRP. On le voit bien aujourd'hui, très peu d'entreprises font des DRP. Parce qu'on ne sait pas quelles données sauvegarder, parce que derrière, on a mal classé nos actifs, puisqu'en fait, on a mal identifié nos actifs critiques. Tu vois, non, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Et tu vois, je vais te poser une question, Junior. À ton avis, est-ce que la gestion de la continuité, c'est un sujet cyber? La continuité, oui. Ouais. Là, c'est un sujet de continuité. La cyber, le ciseau n'est pas en charge de la continuité d'activité. C'est un sujet business. C'est un sujet par un département dédié qui doit faire uniquement du business continuity. Et en Ah, fait, tu vois, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que on va mélanger plein de choses, on va récupérer des périmètres qui ne sont pas de notre ressort, type la sûreté physique, qui est en fait du ressort du responsable de sûreté, notamment, je pense, sûreté de data center. Et tu vois, c'est là où je te dis, bonne pratique, je te dirais déjà mettre en place une instance de gouvernance avec la délimitation des rôles et des responsabilités qui sont clairement définies. Ça aussi, ça va mettre en place. Et puis, dernier volet, je me permets juste, si tu me permets, bien sûr. c'est des contrats robustes avec nos prestataires. Aujourd'hui, tu le vois, c'est, on n'a pas identifié nos prestataires, on ne sait pas ce qu'ils font. Généralement, tu vas mettre en place des clauses IT que pour des prestataires critiques. Ça dépend des entreprises, bien sûr, hein. Je suis assez caricatural, mais j'ai vu dans certaines entreprises où on avait une gestion des tiers qui n'était pas forcément assez robuste. Et n'oublions pas, la plupart des entreprises font appel à des prestataires. 50% des effectifs sont généralement plus de 50% des effectifs des équipes sont généralement des externes. Tu as parfois des équipes où tu as 100% des équipes sont externes et tu l'as vu, Junior. Ouais. Et ça, c'est un sujet. Et donc, si tu mets pas en place des contrats robustes avec tes prestataires TIC ou tes prestataires IT, ça peut être très compliqué. Et par contrat robuste, c'est aussi identifier leur niveau de pénétration. Et par leur niveau de pénétration, c'est aujourd'hui quel est mon niveau de dépendance vis-à-vis de mon partenaire. Et ça, aujourd'hui, tu vas avoir une entreprise, tu leur demandes, un, avez-vous identifié vos partenaires? Ils vont vous dire oui. Deux, quel est votre niveau de dépendance? Personne ne va savoir te répondre. C'est dommage. En tout cas, pour le premier point, il y a même un adage qui dit on ne peut sécuriser que ce qu'on connaît. Ce que tu as dit, avoir Exactement. avoir une CMBD, connaître son asset. Malheureusement, les grosses entreprises ont ce souci-là. Et en fait, on revient toujours, c'est parce que qui est en charge d'alimenter la CMDB? Qui est en charge de superviser la CMDB? Est-ce que c'est un sujet cyber? Bah, l'asset management, pas forcément. Nous, on est juste en charge de sécuriser cet asset. Mais celui qui est en charge de définir et d'identifier et de maintenir l'asset, ça va pas être la cyber. Ça va être généralement l'IT. Mais en fait, si déjà les rôles et responsabilités sont pas clairement définis, comment tu peux aller demander du budget? Qui va supporter ça? C'est l'IT? C'est la cyber? Et donc, en fait, on revient toujours à la base de une instance de gouvernance avec des rôles et des responsabilités qui sont clairement définis, avec un ciseau qui est indépendant de l'IT. Et je pense que c'est important de le rappeler. Le Effectivement. ciseau ne dépend pas de l'IT. Il est au même niveau que l'IT. Prochaine question. On va essayer de la contextualiser avec l'Afrique toujours, hein. Aujourd'hui, on assiste à la prise de conscience, quelque chose qu'il faut saluer d'ailleurs, des États africains concernant les sujets des cyber, notamment avec la création de plusieurs agences nationales chargées de la sécurité des systèmes d'information. Ouais. Quel pourrait être l'apport stratégique d'une telle agence, l'ANSSI, hein, en abrégé, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans cette démarche de convergence vers un standard inspiré de Dora dans un contexte africain? C'est une très bonne question. Et tu pointes un sujet qui est important, c'est l'émergence en fait d'autorités africaines avec un rôle stratégique.
Et donc, en fait, ce que pourraient faire les équivalents d'ANSSI africaines, c'est d'aligner des exigences euh, nationales avec des standards qui peuvent être inspirés de Dora, de NIS 2, etc. Donc ça peut être un premier point. Ça peut être aussi centraliser le partage d'informations sur l'ensemble des menaces qui pèsent sur des entreprises au niveau local, avec un CERT. Mais c'est aussi les accompagner dans la mise en œuvre de ces guides pratiques. Aujourd'hui, à titre d'exemple, l'ANSSI, lorsque vous avez un incident cyber, l'ANSSI peut vous accompagner. Ouais, Et dernier point, c'est former et certifier des acteurs clés du secteur au niveau local. Aujourd'hui, tu as, euh, c'est très spécifique à la France, euh, le PASI, le PRIS et le PEDIS. Ça te parle ou pas? ouais, le passif particulièrement, ça me parle. Et aujourd'hui, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce sont des qualifications et pas des certifications créées par l'ANSSI qui visent à accompagner des acteurs cyber dans le cadre de la réalisation de leurs actions quotidiennes. PASI pour prestataire d'audit qualifié, PRI c'est pour prestataire de réponse à incident, PEDI c'est pour prestataire de détection à incident. Et aujourd'hui, ils ont même mis ça en place pour des cabinets de conseil qui font des analyses de risque, à titre d'exemple. Et l'objectif derrière, c'est de former et donc de certifier ces différents acteurs afin qu'ils suivent des bonnes pratiques en termes, voilà, par exemple, c'est à Passy sur comment mener bien un audit. Qu'est-ce qu'un audit, comment tu définis ton rapport d'audit. Et aujourd'hui, ces formations sont certifiantes. Et ça peut être aussi un point que les autorités africaines ANSSI pourraient s'inspirer pour mettre en place des certifications équivalentes pour former des acteurs clés au niveau local. Effectivement, la formation doit être le cœur. On, on- Exactement. on peut tout mettre en place, on peut mettre toutes les normes qu'on veut, mais si les acteurs ne sont pas formés, ça ne sert à rien. Donc, Ça. je suis d'accord avec toi. Et puis derrière, je me permets juste de rebondir, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un partenariat public-privé qui est important et à mettre en place. Et ça, c'est important qu'il faut qu'il y ait une volonté à la fois publique qui vise à accompagner des acteurs locaux pour qu'ils puissent devenir des acteurs suffisamment conséquents et importants. Voilà. Moi, je pense aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu as beaucoup de SOC qui sont offshorés, notamment au Maroc, en Tunisie. Donc, on pourrait très bien, parce que aujourd'hui, créer des partenariats publics-privés pour créer des champions nationaux, pour mettre en place des universités dédiées à la cybersécurité. Euh, Au Maroc, je sais que tu as beaucoup de formations qui proposent maintenant des cursus en cybersécurité, et c'est très bien. Il faut aller encore plus loin dans d'autres pays africains. Mais ça passe par une impulsion politique. Et puis derrière, c'est aussi au gouvernement et aux politiques de, bah, j'allais dire consommer local, mais d'aider les entreprises locales en créant ou déjà en ayant des partenariats privés avec ces institutions locales. Et ça, c'est important. Effectivement, et je pense que le pas est déjà emboîté Ouais. avec la création des ANSSI locales. On espère que, voilà, les conseils seront bien reçus de la part de nos autorités. Non, Bon, mais c'est important. Et puis, je me permets juste, je vois aujourd'hui il y a un changement au sein de la jeunesse africaine euh, qui aspire aujourd'hui à travailler non plus, pas forcément à s'expatrier en fait. Et je pense que c'est important. Et pour cela, les autorités locales doivent nous accompagner. je suis Alors, d'accord. Je suis d'accord. il y a des responsables politiques locaux qui nous écoutent, n'hésitez pas à financer. J'espère qu'ils écouteront. Alors, on va essayer de se projeter dans le futur. D'ici 5 à 10 ans, est-ce que personnellement, tu vois une possibilité d'harmonisation des réglementations cyber entre l'Europe et certaines zones d'Afrique? Pourquoi pas avec l'Afrique tout entière? Avec l'Afrique tout entière, je pense pas, sincèrement, puisqu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas forcément des liens avec l'ensemble des pays africains. Une harmonisation UE-Afrique, moi je le vois plutôt euh, une harmonisation de règles cyber ou des collaborations entre Annecy France et Annecy avec les anciennes colonies
française, on va pas se mentir, hein, type Maroc, ça peut être la Tunisie, le Sénégal. Là, je vois beaucoup plus des coopérations entre ces différents pays. Par contre, une harmonisation UE avec l'Afrique tout entière, je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, t'as des pays qui ont très peu de liens commerciaux avec l'Europe, quoi. Donc, je vois pas forcément certaines. Et puis aussi, il faut pas oublier un autre point, hein, c'est que on a des zones différentes en Afrique. Je pense, t'as l'Union africaine, t'as le Maghreb qui est pas forcément dans l'Union africaine, certains pays de l'Union Afrique, du Maghreb qui n'est pas dans l'Union africaine, et ainsi de suite. Donc, je vois pas forcément d'harmonisation complète là. Ouais, ça semble être très difficile, voire impossible. Mais Mais quand même, voilà, on ne perd rien à essayer, on sait jamais. exactement. Et je pense que au contraire, c'est aussi l'occasion de se poser et de finalement créer voilà une intégration africaine beaucoup plus forte. Euh, je le vois déjà avec l'Union africaine, mais ça peut être aussi avec le Maghreb. Et derrière, à partir de ça, créer vraiment un cadre harmonisé avec des règles communes. Effectivement, il faut d'abord, moi je pense que il faut d'abord que en Afrique, on arrive à vraiment consolider cette Union africaine, parce que pour moi, pas, c'est pas encore trop ça. Il faut qu'on arrive à faire la consolidation et après des choses. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que aujourd'hui, tu vas avoir effectivement une Union africaine, mais au sein de l'Union africaine, tu vas avoir aussi d'autres, pas d'initiatives, mais tu vas avoir des pays tu vas avoir la Ligue arabe. Tous les Ouais, pays de l'Union africaine ne sont pas dans la Ligue arabe. Et donc, en fait, tu vois qu'on a des pays qui ont des intérêts qui sont complètement divergents. Et c'est ça qui est compliqué. Et puis, il faut pas, je pense, calquer sur un modèle européen, je le répète, qui est une forte intégration réglementaire qui ne pousse pas forcément à la mise en place de champions nationaux. Et tu le vois bien aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir euh, les GAFAM et tu vas avoir l'équivalent chinois GAFAM. mhm. Et en Europe, tu as quoi? Tu as le RGPD, Nice 2, DORA. Voilà. C'est mon point de vue. Non, mais je comprends. C'est, quand même, j'ai essayé avec ma question, tu vois. Non, mais et tu fais bien. Et moi, je suis pour une plus forte intégration africaine. Et je pense que c'est important. Et c'est que comme ça qu'on pourra sortir et, prospérer. Néanmoins, et je le vois avec l'Union européenne, le problème, c'est que tu as des États qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et puis derrière, la mise en place de règlements de directives sont très coûteux. Donc en fait, c'est quoi le retour sur investissement? Ah, là, tu vois, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va te dire, bon, j'ai une amende de X euros, X K euros, mais la mise en place pour être conforme va me coûter potentiellement plus. Bon, bah finalement, c'est peut-être plus rentable, c'est de la gestion de risque après. C'est peut-être plus rentable de manger une amende que de mettre en place mon projet de conformité. Ouais, effectivement. Si derrière les pays, quand je dis les pays, hein, c'est les autorités locales, si derrière les gouvernements ne mettent pas en place des subventions, ne mettent pas en place des incitations financières, ça peut être compliqué. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est qu'on a une approche trop réglementaire slash technique. Mais une entreprise, faut qu'elle ait les entreprises réfléchissent par du risque en fait. Et donc si derrière tu n'accompagnes pas avec de l'argent les entreprises locales, pas sûr qu'elles vont se conformer. Mais ça reste mon point de vue. Ouais. Et on respecte ton avis. On tend vers la fin de cet épisode. C'est très vite passé, hein. Vous voulez. Alors, enfin, quel conseil pratique donnerais-tu aux responsables sécurité ou GRC qui veulent anticiper ce type de transformation réglementaire? Euh, très bonne question. Premier conseil, c'est anticiper. N'attendez pas la loi. Réfléchissez déjà en intégrant la structure et les bonnes pratiques de ce type de réglementation dans vos entreprises. Et l'autre point que je dirais, c'est ayez une autre approche. Réfléchissez business.
Et là, je parle notamment aux responsables de cybersécurité. N'oubliez pas, on répond auprès du business. Donc en fait, il faut nous voir vraiment comme des commerciaux en fait. Et c'est cette approche-là qu'il faut vendre pour que derrière on puisse récupérer du budget pour le business en leur montrant la valeur ajoutée de la mise en place de ce type de transformation réglementaire. Il y a deux mots, c'est anticiper et surtout changer d'approche, changer de paradigme en fait. On répond pour le business, on dépend du business. Donc, parlez business, parlez risque. Ne parlez pas, oui, mais si demain on n'est pas, si demain on n'a pas mis en place le règlement, bah derrière notre infrastructure peut être compromise à une attaque cyber. Le business, c'est celui qui vous donne le budget, il s'en fiche royalement. Parlez-lui avec un langage qu'il comprend. Parlez-lui argent. Parlez-lui valeur ajoutée. Et ça, c'est important. Changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est sur ces mots que nous te remercions, Zacharia, pour cet échange très riche, très clair et très utile. J'espère bien. Ouais, ça a été très utile, franchement. On retient que la norme DORA peut être à la fois une source d'inspiration et aussi un catalyseur pour les autorités et institutions africaines dans leur quête de maturité cyber et de résilience numérique. Ce qu'on comprend aussi, c'est que cette transformation passe par des synergies entre le secteur privé et les régulateurs et les communautés cyber surtout. À vous qui avez écouté ce numéro de Cybercast, restez curieux, veillez sur vos systèmes et surtout engagez-vous dans la réflexion collective sur l'avenir cyber de nos organisations. Merci, à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à l'ensemble des auditeurs du podcast de nous avoir écoutés et j'espère être invité une prochaine fois.